Oh. Retour donc sur ce plateau pour la dernière partie. Abba Kimela Balou, le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, au Togo, a déclaré ses biens devant le médiateur de la République. C'était cette semaine, en début de cette semaine. Et cela donne le ton aux autorités et également aux citoyens, aux autres citoyens, je veux dire, de la population togolaise, de pouvoir emboîter le pas, de pouvoir déclarer leurs biens et qu'il y ait cette transparence voulue et par tous les Togolais dans la gestion des ressources du pays et dans les affaires. À tous les niveaux, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une déclaration de bonne intention, mais ça ressemble à plus à un coup médiatique et à du pipeau. Parce que, sous d'autres cieux, une déclaration des biens publics des politiques ne se fait pas dans l'anonymat. Je donne le cas du Sénégal. J'étais au Sénégal avant la prise du pouvoir de Wade. Alors, même les ministres, les maires, quand ils sont élus ou quand ils sont élus présidents et tout, quand ils sont nommés ministres, ils déclarent leurs biens et c'est rendu public. Cela permet alors aux citoyens lambda de suivre un peu ce que la personne a avant de prendre les rênes du pouvoir ou avant d'être nommé à un poste de responsabilité. Et à la fin, ça permet aussi aux citoyens de voir alors combien il a pu ajouter à son patrimoine ou à son compte en banque. Même ici, la fois dernière, quand Boni Yahi partait, il a rendu public combien. Il avait déjà déclaré ce qu'il avait et à la fin, il a encore déclaré, même jusqu'à ce qu'il avait comme sous dans ses comptes bancaires, il avait dit combien de voitures il a eu, il a combien de maisons et tout, il a dit. Personne au Bénin alors ne s'en est offusqué. Au contraire, ça fait peut-être l'honneur à ces personnalités-là. Mais aujourd'hui, dire que tout doit se faire dans l'anonymat, alors c'est peine perdue. C'est-à-dire que ça devient un jeu d'enfant où tout le monde peut alors citer alors les biens qu'il a ou pas. Parce que c'est dans l'anonymat, c'est dans la discrétion, personne ne lira ce qui a été écrit, le public ne le saura pas, les citoyens ne le sauront pas. Et moi, j'ai dit finalement, est-ce que ça vaut la peine? Si ça ne peut pas être rendu public, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il faut aussi un contrôle citoyen. Parfois, je vous dis, ce n'est pas pour rien que les autorités de la sécurité appellent toujours la population à la collaboration. C'est parce que parfois, il y a certaines choses qui se passent dans les quartiers, dans les villes, dans les villages où les gens peuvent détenir des informations et qui, si ces informations sont données aux forces de l'ordre à temps, on peut éviter une tragédie. Oui. Si aujourd'hui, nos gouvernements font une déclaration de biens qui est couvert par l'anonymat, comment le citoyen peut contrôler alors ce qu'il avait et ce qu'il a à la fin de son mandat? On ne peut pas. Donc moi je dis, finalement, ça risque d'être un pipeau et vivement que l'Assemblée nationale puisse revenir sur cette loi où tous ceux qui aspirent à aller à l'Assemblée nationale, je fais appel aux partis politiques, toutes tendances confondues, que si jamais ils vont aux élections législatives prochaines, qu'ils reviennent un peu sur cette loi pour la rendre publique. Et là, ça permet alors aux citoyens de connaître ce que leur gouvernant avait avant de prendre le pouvoir et ce qu'il a ajouté de plus ou enlevé de moins quand il a quitté le pouvoir. Cela servirait alors de contrôle citoyen et permettrait à ce que ceux qui alors ont eu la chance ou ce privilège d'être nommés à des postes de responsabilité ou de gérer une partie du pouvoir qui alors régente le pays, d'éviter surtout la corruption et le détournement des deniers publics. Monsieur Achraf, oui. vous allez réagir. Oui, effectivement, c'est des récriminations de M. Kofsigan que j'entends, mais que je ne partage pas forcément. Bon, il faut savoir que la loi, lorsque le projet de loi a été envoyé par le gouvernement, et nous sommes dans une démocratie représentative et en vertu de ce principe, l'Assemblée nationale était censée étudier la loi.
et d'apporter un certain nombre d'amendements. Donc, vous savez, aujourd'hui, la classe politique dirigeante a une majorité à l'Assemblée nationale et donc la volonté de la majorité a primé sur les récriminations peut-être de certains partis d'opposition. Et donc, même au début, il faut savoir que c'était une loi qui était beaucoup plus radicale dans ses dispositions. Donc, il y a eu un certain nombre d'assouplissements, on a retravaillé la loi et donc, finalement, ce qui a été retenu, c'est la déclaration des biens devant une institution qui s'appelle le médiateur de la République, si juridiquement est une institution administrative indépendante et qui est habilitée à recevoir, disons, ce qu'on appelle une session de réception de déclaration des biens des présidents d'institutions, des élus locaux. Est-ce que le médiateur de la République est habilité à pouvoir savoir ce qui est sur la liste des biens? Oui, effectivement, c'est elle qui reçoit. C'est elle qui reçoit. Donc, c'est elle seule qui connaît le patrimoine des uns et des autres. Et donc, tout dépend, parce que c'est la loi organique de l'institution qui lui donne vraiment les prérogatives de recevoir et d'étudier Donc, ce qui veut dire que la présidente du médiateur de la République, Mme Awa Nana, aujourd'hui, connaît le patrimoine des uns et des autres. Mais est-ce que cela permet de résoudre des problèmes à l'avenir? C'est-à-dire, lorsqu'on essaie de faire la soustraction dans le patrimoine de l'intéressé, c'est-à-dire quand il est arrivé, quand il a été nommé au moment de son départ, pour essayer de voir s'il y a eu des détournements de fonds publics, enrichissement illicite, un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent d'engager la responsabilité des uns et des autres si des situations de cette nature-là arrivait. Donc, aujourd'hui, pour moi, il faut partir quand même de quelque part. Parce que pendant longtemps, vous connaissez l'opinion publique togolaise, quoi qu'on le dise. Nous, on a grandi avec une opinion publique extrêmement intransigeante vis-à-vis de la classe politique dirigeante en disant qu'il n'y a pas une loi portant sur la déclaration des biens, et les gens s'enrichissent illicitement et qu'on n'engage pas la responsabilité des uns et des autres. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une loi portant sur la déclaration des biens. Et donc, elle a été mise en œuvre. Et c'est ce qui vient de commencer. Donc, c'est au médiateur de la République de saisir les uns et les autres. Et en même temps, cela ne veut rien dire en termes de lutte contre la corruption, comme beaucoup le pensent. Oui, mais mais quand vous dites cela ne permet pas de lutter contre le... En quoi? Parce que quand vous avez le médiateur de la République qui reçoit la déclaration des biens et des autres, mais à la sortie, disons, ou bien lorsque il peut s'agir par exemple d'un retrait volontaire, d'une révocation d'une personne qui occupe une institution. Et donc lorsqu'il partira, on fera l'état des lieux. On fera l'état des lieux. Lorsqu'il y a lorsqu'on constate des incohérences, le médiateur de la République ne se privera pas de saisir la justice pour dire que dans tel cas, il y a quand même un enrichissement à des proportions qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, il appellera la justice quand même de s'intéresser au dossier. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons une loi portant sur la déclaration des biens. Elle a été votée par l'Assemblée nationale. D'autres peuvent estimer que les dispositions de cette loi ne résout pas le problème. Ça, je le comprends. Mais moi, je suis... Est-ce que vous le comprenez ou vous l'acceptez? Parce que la déclaration des biens, ce n'est pas la baguette magique qui va mettre un trait sur la corruption. Non, ce n'est pas la baguette magique. On a même une institution qui s'appelle la Plucia. Justement, je voudrais demander également, cette institution qui est décriée, vous savez... et son président, Kimela Balou, il a pris fonction. Il y a quelques semaines. Son ancien président étant parti. Et donc, cette institution a été décriée à plusieurs reprises par des organisations ici au Togo. De société civile. Parce que il y a une certaine torpeur. Lui reproche de ne pas avoir agi. Avoir agi. Oui, mais ce que les gens oublient, c'est que quand vous étudiez la loi organique de cette institution, c'est que la Plucia n'a pas le droit de poursuivre. La Plucia est-ce que c'est ce que les gens demandent? Il y en a beaucoup qui demandent à tort que la Plucia n'est pas peut-être très proactive ou peut-être une certaine investigation à géométrie variable. Oui, c'est la problématique de l'indépendance de nos institutions de la République. Je ne dis pas que tout est parfait, mais il faut toujours partir de quelque part et consolider les mécanismes de contrôle du patrimoine de ceux qui dirigent notre pays. Donc aujourd'hui, c'est une opération qui vient d'être commencée.
je crois que même le président de la République, les ministres, tout le monde passera devant, ils passeront tous devant le médiateur de la République. Et donc, je crois qu'en droit administratif, aujourd'hui, on peut engager la responsabilité des uns et des autres si les choses ne sont pas, s'il y a enrichissement illicite. Donc, c'est très clair. On aurait aimé que ce soit le président d'abord. Oui, le président, non, mais non. Vous savez, moi, je suis quand même extrêmement ravi quand même que la déclaration des biens a commencé par une institution de lutte contre la corruption. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tout un symbole. Il y a tout un symbole. Il faut commencer par les acteurs de lutte contre la corruption, notamment le président de cette institution-là. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'opération vient tout juste de commencer, donc la présidente saisira, même les 91 parlementaires, un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y aura des élections régionales également à l'avenir, nous aurons des sénateurs, eux tous passeront. Donc, je crois que c'est en vertu aussi de ce qu'on appelle l'orthodoxie budgétaire. Donc, aujourd'hui, il y a une obligation de redevabilité qui essaie de s'enraciner, l'orthodoxie budgétaire, et la sacralité des finances publiques, parce que lorsque vous gérez le bien commun, vous devez quand même vous rendre compte que ce bien-là ne vous appartient pas, qu'il appartient à la collectivité nationale. D'où l'urgence vraiment d'en prendre soin. Donc, c'est une opération qui vient de... Elle est perfectible, je peux comprendre, M. Helmut, que vous êtes quand même réservé sur la pertinence peut-être de la démarche aujourd'hui. Non, moi, je ne fais que poser des questions. Voilà, effectivement. Beaucoup de téléspectateurs se posent la question. Donc, non, c'est des récriminations que je comprends. Donc, j'estime que c'est une loi qui est vraiment perfectible. Mais pour l'instant, nous ferons peut-être un bilan dans 3-5 ans. Et je crois que l'opinion publique formulera des recommandations qu'on pourra proposer pour essayer également d'améliorer cette loi-là. Mais dans tous les cas, elle est extrêmement importante si on veut consolider les acquis de l'orthodoxie budgétaire. Je crois que si le Togo a une volonté politique pour lutter contre la corruption, ce n'est pas tout ce tâtonnement-là. Ailleurs, on a vu quand les gens ont décidé de lutter contre la corruption, ils ont mis... même ici au Bénin tout près, ils ont créé une cour, la Criette, ils ont pris des lois qui donnent force à cette cour-là de poursuivre tous ceux qui alors détournent les deniers publics. Moi j'ai dit un denier public qui est sauvegardé, qui est bien géré, permet à l'État d'avoir une autonomie financière plus large pour alors venir aider les populations dans leurs besoins. Maintenant, si le Togo traîne à prendre peut-être une décision pour lutter contre la corruption, ce n'est pas la déclaration des biens qui va contraindre les prévaricateurs de nos deniers publics. Le fait de savoir que vous devez déclarer votre surtout que cette déclaration est anonyme. Je vous dis, enfin, je pose la question. Vous savez, aujourd'hui, il manque une volonté politique dans la lutte contre la corruption au Togo. Moi, j'ai dit au début de cette année que ce qui reste au pouvoir, ce qui reste à faire pour le président de la République du Togo, c'est de prendre son bâton de pèlerin et lutter contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous unanimes, y compris le président de la République, qu'il y a alors des cas de détournement, il y a des cas de corruption qui gangrènent l'économie nationale. Alors, si nous tous, nous savons que malgré ces efforts, il y a toujours des brebis galeuses, alors qui détournent les biens publics, il va falloir qu'on lutte contre eux. C'est-à-dire qu'il faut le bâton dans ça. Parce que aucun pays ne peut avancer si la corruption prend le pas sur l'économie, sur la gestion de l'État. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, le président de la République doit être sans état d'âme dans la lutte contre la corruption et permettre à ce que donner peut-être les armes à la justice pour mener cette guerre. Aujourd'hui, pour connaître ceux qui alors font la prévarication de nos deniers publics, ça ne prendra pas 1-2 mois pour la justice. Il faudrait qu'on mette peut-être des commissions en place tout de suite par le contrôle, même ce que la Cour des comptes a sorti la fois dernière. Ça peut faire cas de lutte contre la corruption. Et comme ça, le temps est donné. C'est-à-dire le rapport sur la gestion. Vous savez, Aplusia n'avait pas de force pour lutter lutter contre la corruption hier et n'a pas cette force aujourd'hui. Il faut une volonté politique. Ça, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, tout le monde a besoin à ce que le Togo se développe. Alors, tout le monde a besoin à ce que les données publiques... Quand vous parlez tout à l'heure de ce rapport lié à la gestion de la riposte au Covid-19, il y a le communiqué du gouvernement qui est sorti et qui a dit que toutes les parties... Non, les dépenses ont été sincères. Non, pas cette partie. Déjà, quand on dit que toutes les parties ont apprécié la riposte, ça voudrait dire que, bon...
comme vous savez, dites tout à l'heure, toute la population était d'accord avec ce rapport. Dans une de mes émissions, j'ai dit sur ce plateau que le gouvernement a raté le coche. C'est-à-dire, c'était une belle occasion, puisque le gouvernement lui-même a reconnu qu'à certains niveaux, il y a eu des manquements. Alors, ces manquements, ces manquements peuvent être des niches de corruption. Alors, il faut sévir. Vous savez, l'objectif était de pouvoir le temps aujourd'hui, le président de la République ne peut pas se battre pour alors mettre des programmes en place, aller chercher les sous, pour que alors des gens tapis dans l'ombre puissent alors détourner ces sous. Nous avons tous vu comment la route de Vaughan a pris le temps avant d'être faite. Les sous là sont où aujourd'hui. Alors, cette infrastructure pouvait être construite depuis. Alors, sur cette route-là, on a dépensé 2 fois les sous. Maintenant, ceux qui ont alors détourné ces sous-là, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont rendu gorge? Non, il y a d'autres... Bon, on attend tout simplement que un rapport il y a d'autres détournements qui sont faits. Il va falloir que le chef de l'État prenne son courage à 2 mains pour alors enclencher la lutte contre la corruption. Autant de Yadema, autant de papa Yadema, paix à son âme. Et alors cette guerre était là, était faite. Aujourd'hui, il y a même des lieux où moi je peux vous montrer à Lomé, des gens qui ont détourné l'argent du CNCA ont payé par leur patrimoine, je dis même pas leur maison, la maison de Lokodonou aujourd'hui qui sert de fonction pour les policiers sur la route de Djidjolé. Alors c'était une saisie dans la lutte contre la corruption, parce que on incriminait Lokodonou, pas Lokodonou, Loko dans le temps qu'il avait détourné les fonds de la CNCA. Alors aujourd'hui, le président peut faire cette même lutte, alors en enclenchant des procédures contre ceux qui détournent les projets, ceux qui détournent les sous. Parce que vous savez, tous, notre souhait, c'est que l'État ait les sous, c'est que l'État ait les moyens pour venir alors assouvir... Vous dites là, c'est le rôle de Aplusia. Écoutez, que ce soit Aplusia ou pas, si le président de la République, s'il y a une volonté politique pour lutter contre la corruption, on n'aura même pas besoin de Aplusia. Il faut seulement donner alors la force à la justice et mettre des commissions. Écoutez, si on donne cette force à la justice, si on met une cour spéciale pour juger des cas de corruption aujourd'hui, vous allez constater que les gens qui alors détournent les fonds publics vont se ranger. C'est ça. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas cette guerre qui ira frapper tout de suite ceux qui alors font de leur sport favori le détournement des deniers publics, et quand on est en train d'écrire des lois, ne pas mettre cette loi en application, on n'arrivera pas. Alors, en vous entendant, je pense que vous parlez des rôles qui sont attribués à Aplusia, et je pourrais conclure en disant que vous pensez que Aplusia est créé, mais que Aplusia n'a pas les capacités. On n'a pas donné. Non, c'est pas une commission spécialisée. On n'a pas donné à Aplusia. Mais moi, au lieu de Aplusia, il faut créer une cour spéciale de lutte contre la corruption. Aplusia n'a pas sa raison d'être. Non, pas ça. Je ne peux pas aller à l'encontre d'une institution créée par l'État. Mais moi, j'ai dit, allons droit au but. Créons une cour de lutte contre la corruption, et que alors on mette des magistrats qui ont de la compétence et de l'expérience dedans, et tout de suite allons sur la bataille de lutte contre la corruption. C'est tout. Oui, non, je vais dire tout simplement, on peut évoluer vers ces cas de figure. Quand vous prenez par exemple le Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'opération Épervier. Vous allez au Bénin, il y a le CRIET, c'est-à-dire cette juridiction spécialisée. La CRIET, qui est cette juridiction spécialisée là, qui est habilitée à juger des cas de détournement de fonds publics. Je sais très bien, mais je comprends Monsieur Kosigan, mais il y a quand même des signaux, positifs qu'il faut également souligner, c'est-à-dire une volonté manifestée également du gouvernement d'aller vers l'impunité zéro. Mais je reconnais qu'il y a toujours cela qui manque. Je pense que ça aurait fait plaisir à M. Akouete, c'est qu'il y ait un cas. Un cas avéré, ou qu'il y ait un exemple. Un exemple. Un ou deux. C'est ce qu'on a reproché à Aplusia, à l'ancien président. Oui, à l'ancien président, mais le problème, c'est que Aplusia fait l'état des lieux, il mène des investigations.
il retient. Il y a trop de temps perdu dans ça. Non, mais je dis qu'il y a plein de temps perdu. Mais il y a des règles. Vous connaissez le dites qu'il y a problème. trop de temps Vous perdu. connaissez le problème il y a quand même de l'appareil laser également du CHU. à respecter. De scanner du CHU. Oui. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, si on demandait à la justice de faire la lumière sur ce problème-là, la justice peut aller... Là, ce qui veut dire que pour établir les responsabilités, il faut frapper sur Aplusia. Ce qui veut dire que... Moi, je ne frappe pas sur Aplusia, mais je dis, allons directement à la lutte. Des dossiers extrêmement sensibles à la justice, mais c'est là, peut-être, probablement, que c'est la justice qui ne fait pas de diligence pour établir les responsabilités. Donc, quand vous prenez la loi organique de Aplusia n'a pas le droit de poursuivre. Non, donc, ce qui veut dire que la compétence juridictionnelle, il n'en dispose pas. Ça, on met ça de côté. Maintenant, il revient à la justice de diligenter des enquêtes. Bon, maintenant, vous demandez... La création d'une cour de lutte contre la corruption. Oui, mais du coup, spécialisé, on peut également avoir des juridictions ordinaires. Comme je l'ai dit, la qualification des détournements de fonds publics aujourd'hui est qualifiée de crime. Et donc, c'est la cour d'assises même qui a la compétence pour statuer sur ces infractions-là. Bon, je comprends la pertinence de créer une juridiction spécialisée, habilitée à juger des infractions de cette nature. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, on ne peut que fonctionner avec les institutions existantes, notamment la Aplusia et les juridictions ordinaires aujourd'hui qui existent. Donc, moi, je dis, pour revenir à la déclaration des biens, mais je dis, pendant longtemps, on a constaté un vide de ce côté-là. On a constaté un vide où on a vu des gens présidents d'une institution pendant 10 ans, 30 ans, 20 ans. Et au bout de 30 ans, la personne décide de partir. On ne fait pas vraiment l'état des lieux pour évaluer son patrimoine. Donc aujourd'hui, l'évaluation du patrimoine des présidents d'institutions est un acquis. Aujourd'hui. C'est indéniable. Oui, mais non, quel rapport on pourrait établir Alors, je voudrais poser cette question. Quel rapport on pourrait établir au terme du mandat, par exemple, de M. Kimela Balou? Oui. Quel rapport, par exemple, un journaliste comme moi pourrait établir à son départ? Oui, non, mais parce qu'il fera également peut-être une déclaration de bien à la fin de son mandat. Oui, à la fin. Et moi, je pourrais dire quoi alors? Oui, mais... Le citoyen lambda, il pourrait dire quoi? Non, mais le citoyen lambda, pour l'instant, il faut respecter l'esprit de la loi. L'esprit de la loi dit tout simplement que les présidents d'institutions déclarent leurs biens au début et à la fin dans l'anonymat. Et donc, il y a aussi les règles de confidentialité qu'il faut respecter. Donc, aujourd'hui, personne n'a le droit... Mais c'est terrible. Oui, non, mais c'est terrible. Non, mais c'est terrible. C'est du droit positif pour l'instant. C'est la législation qui est en vigueur. Nous sommes dans une démocratie représentative. Il faut respecter les lois qui ont été adoptées. Non, moi, maintenant, aujourd'hui, moi, je m'adresse à nos concitoyens. Si les gens veulent que les dispositions de cette loi-là soient changées substantiellement, mais il faut les élections législatives arrivent. Ouais, on connaît la chanson. Moi, je suis très attaché aux vertus de la démocratie représentative. Comme tout le monde. Non, mais pas comme tout le monde. Si vous raisonnez dans ce sens, c'est comme si on peut beau avoir une volonté manifeste de changer les choses, mais nous sommes dans un cadre législatif. Les élections législatives arrivent. Si les partis d'opposition qui ont souhaité que la déclaration de biens ne soit pas confidentielle, le peuple togolais doit pouvoir faire confiance à ces gens-là, qu'ils soient majoritaires à l'Assemblée nationale et ils pourront changer le contenu de la loi. Pour l'instant, c'est la majorité qui a décidé que la déclaration se fasse dans l'anonymat. Donc, on ne peut que se plier, même si cela est regrettable. Mais je l'ai dit, la dynamique évolutive des sociétés voudrait qu'on adapte également la loi en fonction également des enjeux. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on lui dise, on constate un certain nombre d'incohérences dans la gestion des entreprises publiques ou des services publics industriels et commerciaux que l'État gère. Et donc, pour engager la responsabilité, il faut évaluer des patrimoines. Et donc, l'État, quoi qu'on lui dise, avec le temps, ne peut que aller vers la création d'une juridiction spécialisée. Parce qu'on l'a vu au Bénin et dans d'autres pays, la tendance actuelle, c'est la création d'une juridiction spécialisée. Donc, à partir d'une juridiction spécialisée, on peut avoir des résultats tangibles et non tergiversés. Et quand le magistrat se prononce en disant que la corruption est le deuxième sport le plus pratiqué au Togo, ça veut dire que c'est à un degré. Oui, c'est à un degré. C'est le président de la Cour suprême, si je me rappelle très bien. Et que Aplusian... Et donc, M. Helmut, je crois qu'il faut quand même se féliciter d'une chose, ce qui veut dire que les présidents d'institutions sont quand même conscients
des incohérences dans la gestion des finances publiques. Il n'a fait que corroborer ce que le président de la République a dit. Oui, le président de la République. Il y a une majorité qui s'accapare. Et donc, il y a une minorité. Il y a une minorité autant pour moi. Quoi qu'on le dise. Il n'a rien dit de nouveau, je pense. Oui, il n'a rien dit de nouveau. Il n'a que. En philosophie, on dit souvent les faits bien observés valent mieux que toutes les hypothèses du monde. Donc aujourd'hui, il suffit tout simplement de regarder notre environnement pour constater qu'il y a quand même un certain nombre d'incohérences dans la gestion des affaires publiques. Donc, le président de la République doit également faire très attention parce que le peuple risque aussi d'engager sa responsabilité politique par la voie des élections s'il trouve que la prévarication de la fortune publique continue. Et donc, à l'issue peut-être des élections, la majorité peut se retrouver minoritaire. Et donc, il appartient au parti d'opposition aussi de faire la pédagogie sur ces sujets-là. On va terminer. Je voudrais aussi souligner quelque chose. J'ai tendance à croire qu'il y a beaucoup de nos gouvernants, quand on parle de reddition de comptes, qui pensent que nous sommes contre eux. Loin de là. Parce qu'au fait, ils sont appelés à servir la nation. Et quand vous êtes appelé à servir la nation, vous devez rendre compte. Mais là, ne pas vouloir rendre compte, ce n'est pas aussi bien. Ce n'est pas votre bien. C'est un bien public. Et donc, quand on vous donne la gestion de ce bien-là, vous devez pouvoir rendre compte. Et puis, faire une gestion saine des deniers publics. Oui. Cela, il va dans votre honneur. Il faut assumer sa responsabilité que de ne pas vouloir que personne parle alors de reddition de comptes. Tous ceux qui, vous allez même constater que quand les journalistes veulent aborder la question de gestion saine ou de compte rendu, de gestion de deniers publics ou de biens publics, tout de suite ils sont convoqués à la justice. C'est quelque chose qu'il faut peut-être laisser et permettre à ce qu'il y ait les critiques et que les gens soient alors habitués à rendre compte de leur gestion. Cela y va de leur intérêt, cela y va de leur honneur et de leur dignité, s'il vous plaît. Donc moi j'ai dit, pour lutter efficacement contre la corruption au Togo, que le président de la République crée tout de suite alors une cour spécialisée qui aura comme mission la lutte contre la corruption. Et là, ça doit se faire sans état d'âme, sans couleur politique, pour que alors ceux qui ont ce privilège de gérer les biens publics du Togo puissent le faire en toute intégrité, surtout pour alors le bien de tout le monde. L'opportunité de créer une juridiction spécialisée, je suis totalement d'accord, mais je crois aussi à la configuration des institutions actuelles. Je veux parler de Aplusia, qui est capable également de mener des investigations, de faire l'état des lieux et de transmettre des dossiers sensibles à la justice afin que la justice puisse statuer point par point, au cas par cas, sur disons les cas de détournement de fonds publics. Je peux comprendre, peux comprendre qu'il y a une certaine exaspération de nos concitoyens, d'où l'urgence d'aller vers la création d'une juridiction spécialisée. Mais pour l'instant, la Aplusia, si la Aplusia vraiment coordonne se met dans une logique d'étroite collaboration avec la justice, je crois qu'on peut obtenir des résultats tangibles. En tout cas, on souhaite bon vent au nouveau président de la Aplusia et que on espère qu'il fera mieux que son prédécesseur, parce que c'est pas moi qui le demande. En fait, c'est pas une faute à son prédécesseur aussi, mais c'est le manque de volonté politique. C'est le manque de volonté politique, c'est aussi ça. Puisque celui de Aplusia, comme il a dit, il n'a pas pouvoir d'ester quelqu'un en justice ou de juger quelqu'un ou d'interpeller quelqu'un. Voilà. Alors merci Monsieur Akoté d'être passé dans Regard Croisé. Merci à vous aussi et merci à tous les téléspectateurs, surtout ceux qui envoient leurs critiques. Nous apprenons beaucoup et nous les accueillons humblement. Effectivement, en dessous donc, de nos émissions qui sont publiées sur YouTube, effectivement. Merci Achraf d'être passé. Oui, merci Helmut, extrêmement ravi. Je crois que c'était un échange quand même assez fructueux. Nous avons fait la pédagogie sur un certain nombre de sujets. Donc, je crois que c'est ce qui nous motive au quotidien. Il faut apporter un plus à l'édification ou à l'émergence de notre pays, le Togo. Merci. Bonsoir à IT, vendeur d'essence à Filet-du-Bois. Merci. Merci à vous, le cher téléspectateur, pour votre intérêt à cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.